Bien ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du Journal de l'économie. Bienvenue à toutes et à tous. Mauvais temps pour le cedi ghanéen. Il a atteint mercredi dernier son plus bas niveau historique face au dollar. La croissance de l'économie non pétrolière de l'Angola s'affiche dans le vert. Elle est estimée à 5,1% entre 2018 et 2022. Enfin, nous irons à Malanville constater l'état d'abandon du poste de contrôle juxtaposé à cheval entre le Bénin et le Niger. Mercredi dernier, la monnaie ghanéenne a atteint son plus bas niveau historique face au dollar américain. Le cedi a en effet reçu le contre-coup des désaffections des investisseurs pour les actifs des marchés émergents. Conséquence, le dollar se négociait à 4,85 cedis le 4 juillet dernier. 4,85 cedis pour $1. C'est à ce taux que se négociait la monnaie ghanéenne le 4 juillet dernier. Le cedis a atteint son plus bas niveau historique face au dollar américain. À l'origine de ce plongeon, la désaffection des investisseurs pour les actifs des marchés émergents. Il s'agit précisément d'un effet combiné de mouvements de liquidation des actifs des marchés émergents et d'une demande non satisfaite de dollars par les clients corporate. Ainsi donc, la monnaie ghanéenne s'est dépréciée de 5,3% au cours du premier semestre 2018 contre 3,3% durant la même période de 2017. Déjà, au mois de juin, une étude du cabinet DataBank Research a estimé que la dépréciation du cedi fait courir des risques importants au programme de viabilité de la dette du pays. Selon cette étude, cette situation s'explique par la forte exposition de la dette publique du pays aux investisseurs étrangers ainsi que par les fluctuations du dollar américain. En effet, à la fin de l'année 2017, la dette extérieure du Ghana représentait 53% du portefeuille total de sa dette contre 56% en 2016, tandis que la dette libellée en dollars américains représentait 65% du stock de la dette extérieure et 69% en 2016. En 2016, le pays avait bénéficié d'un programme d'aide de 918 millions de dollars échelonné sur 3 ans et destiné à stabiliser son économie qui a souffert d'une hausse de l'inflation et de la dette conjuguée à un ralentissement de la croissance. À partir de 2019, le pays devrait se passer de l'assistance financière du Fonds monétaire international et financer son budget grâce à ses propres recettes. Les autorités angolaises projettent pour leur pays une croissance de l'économie non pétrolière à 5,1% entre 2018 et 2022. Ce taux devrait permettre de compenser les mauvaises périodes que pourrait traverser le secteur pétrolier angolais, lequel secteur est susceptible d'enregistrer une croissance moyenne annuelle négative de 1,8% d'ici les 4 prochaines années. La croissance prévue de l'économie non pétrolière angolaise devrait être impulsée par plusieurs secteurs tels que l'agriculture avec une croissance moyenne annuelle de 8,9%, l'industrie manufacturière et le tourisme avec une croissance moyenne de 5,9%, la pêche avec une croissance de 4,8% et enfin le secteur de la construction avec une croissance de 3,8%. Du côté du Fonds monétaire international, on table sur une remontée de la croissance économique de l'Angola à 2,2% en 2018 et 2,4% en 2019. Et puis les emprunts obligataires libellés par le Nigeria en Naira seront-ils bientôt cotés sur la bourse de Londres? La question est en étude entre le Royaume-Uni et le Nigeria. L'objectif est de faciliter la mobilisation des fonds nécessaires au financement des projets d'infrastructure au Nigeria. Ainsi, le pays émettra des emprunts domestiques tout en bénéficiant d'un point d'accès à la bourse de Londres.
En effet, le Nigeria dispose de beaucoup de projets à financer, mais pas de capital, raison pour laquelle l'option de libérer le marché des capitaux et de relier Londres à Abuja apparaît comme une opportunité. L'Union économique et monétaire ouest-africaine veut régler définitivement les difficultés liées à la mise en service du poste de contrôle juxtaposé de Malanville, à cheval entre le Bénin et le Niger. L'UEMOA a décidé d'impliquer la presse pour la sensibilisation des différentes communautés sur cette unité. Abdul Karim Mahamadou, le correspondant de Sika TV à Niamey, était de la partie. Véritable outil d'intégration, de facilitation de transport et de libre circulation des biens et des personnes, le poste de contrôle juxtaposé de Malanville, à cheval entre le Bénin et le Niger, n'est toujours pas opérationnel. Il a pourtant été inauguré en 2014 et la plupart des représentants des deux États désignés. Selon la représentation de l'UEMOA au Niger, qui a organisé un voyage de presse en collaboration avec l'Organisation internationale pour la migration, les problèmes sont d'ordre administratif liés à la formation au regard de la mauvaise expérience du poste de contrôle juxtaposé de Saint-Cancé entre le Togo et le Burkina Faso. Depuis 2 ou 3 ans, nous réunissons régulièrement les acteurs, c'est-à-dire les transporteurs, les chauffeurs, les fonctionnaires de police, des douanes, de la gendarmerie et même les populations. Nous avons eu à travailler avec l'ensemble des populations de Gaïa et de Malanville pour les impliquer dans le processus. Car comme vous le savez, les postes de contrôle sont venus s'implanter entre Malanville et Gaïa. Bon, mais il ne faudrait pas que ces postes constituent maintenant une entrave disons, à la libre circulation des personnes qui résident à Gaïa et à Malanville. Donc, il faudrait impliquer ces différentes populations, ce que nous avons fait durant ces dernières années, et nous réunissons justement les conditions pour que ces populations soient suffisamment impliquées. Au niveau du Bénin, l'ensemble des représentants sont désignés et travaillent déjà en collaboration avec certains de leurs homologues nigériens, à l'image des administrations douanières qui sont déjà interconnectées. Restent ceux de la Chambre de commerce du Niger qui posent certaines conditions. Et c'est une des raisons du retard de la mise en service du poste de contrôle juxtaposé. Ce qui se passe au niveau des frontières, quand on lève un carnet au niveau du port de transit, arrivé au niveau de la frontière, le pays de destination lève aussi un autre carnet au niveau de sa frontière. Et ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, nous voulons qu'un seul carnet suive la marchandise jusqu'à la fin. Et que cette caution, puisqu'il y a des quotas, donc les deux pays, maintenant, ils se partagent cette caution. Donc le pays qui a prélevé doit ressusciter la quote-part de l'autre pays. Malheureusement, c'est un problème. Et aujourd'hui, la Chambre de commerce dit qu'il faut que ces détails soient réglés entre nous et le Bénin avant vraiment la mise en service de ces PCJ. Puisqu'on a vu ailleurs, il y avait tellement de problèmes. C'est ça qui a fait que la Chambre de commerce n'a pas désigné à temps son représentant. Au-delà de l'aspect économique, le poste de contrôle juxtaposé permettra de filtrer le passage des migrants. L'Organisation internationale pour la migration a déjà équipé le poste de matériel adéquat et l'assistance sera assurée. Direction maintenant la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui entend se doter d'un plan d'investissement de 3 750 milliards de francs CFA. Pourquoi faire? On va poser la question dans un instant à notre chroniqueur Casimir Pédia. Bienvenue à vous, Casimir Pédia. Bonjour Inès. Alors pourquoi ce plan d'investissement de 3 750 milliards de francs CFA pour la Côte d'Ivoire? Merci Inès. Il faut dire que la Côte d'Ivoire s'est lancée résolument dans l'émergence économique, dans le renouvellement de son économie à travers le financement de beaucoup de secteurs. Par le passé, la Côte d'Ivoire avait déjà investi dans son économie à travers l'industrialisation de certains produits tels que le produit de rente phare, le cacao, est aujourd'hui transformé en Côte d'Ivoire. Le cajou également est transformé à 100% au niveau de la Côte d'Ivoire, et le reste maintenant, c'est comment faire pour transporter donc ces matières premières vers les industries ou le produit fini vers le port d'Abidjan, afin que véritablement ces produits puissent regagner
surveiller les autres continents ou les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Il faut également dire que ce plan de financement de 3 750 milliards de francs CFA ira beaucoup plus dans le secteur des infrastructures, à savoir l'autoroute, les rails, mais aussi une bonne partie en ce qui concerne l'assainissement en eau potable pour les populations. Ceci pour véritablement donner un souffle nouveau au développement économique de ce qui convient d'appeler la locomotive économique de l'Afrique de l'Ouest. Alors, Kazmi Pidjo, quelle est exactement la nature des investissements prévus? La Côte d'Ivoire a obtenu de ses partenaires techniques et financiers l'onction de financer à hauteur de 3750 milliards de francs CFA ces infrastructures, et ceci à travers les emprunts, mais aussi les dons et les prêts. Et donc la nature, c'est beaucoup plus les emprunts et les prêts, et une petite cagnotte donc serait réservée aux dons pour véritablement faire face aux besoins de la population en ce qui concerne l'accès à l'eau potable, mais aussi l'éducation et une petite partie à la santé. Et donc, la Côte d'Ivoire aujourd'hui pourra donc financer son économie à hauteur de 3 750 milliards, et ceci sur les 10 voire 20 prochaines années. Les prêts, les différents accords de signature de ce montant-là est beaucoup plus en faveur d'un taux d'intérêt beaucoup plus relativement abordable pour l'économie ivoirienne, qui, il faut le dire, a amorcé une certaine tendance haussière ces 5 dernières années. En effet, la Côte d'Ivoire affiche de plus en plus une croissance forte de l'ordre de 7,5%, plus précisément 7,6% pour le compte de l'année 2017, et ceci a davantage motivé les investisseurs à croire donc à la politique de développement de ce pays-là, ce qui pourrait un peu contraster avec la réalité politique dans ce pays qui, il faut le dire, n'impacte pas encore négativement donc l'engouement des partenaires techniques et financiers à faire confiance donc à ce pays-là. Alors, à long terme, quels seraient les impacts des investissements prévus sur l'économie ivoirienne? Alors, il faut déjà dire, Inès, que c'est 25 millions de populations qui seront impactées par donc, la construction des infrastructures routières. Au-delà donc, de ces 25 millions d'Ivoiriens, c'est également les Burkinabés qui auront donc de la satisfaction en ce qui concerne l'accès au port naturel d'Abidjan. Il faut le dire, l'autoroute qui va desservir donc Abidjan et Ouagadougou permettra donc de mieux faire circuler les marchandises entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Il faut aussi noter que dans cette cagnotte financière, il y a la construction des rails qui doit relier donc la boucle ferroviaire, donc une partie qui doit relier donc le Burkina Faso à la Côte d'Ivoire. Tout ceci pour véritablement permettre au pays de l'Interland, notamment le Burkina Faso, qui est un voisin immédiat de la Côte d'Ivoire, de pouvoir bénéficier des atouts économiques donc de la Côte d'Ivoire. Et donc, au-delà des 25 millions d'Ivoiriens, on ajoutera les 15 millions donc de Burkinabés qui aujourd'hui seront impactés par ces 3 750 milliards de francs CFA. Merci beaucoup, Kazmi Pidjo. Merci donc pour toutes ces explications. Je vous souhaite un très bon week-end et à lundi. À vous de même. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. À vous aussi, je donne rendez-vous lundi prochain dans un nouveau numéro du Journal de l'économie. Mais d'ici là, restez sur SICA puisque nos programmes continuent.